Carl Bildt est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de centre-droit récemment élu en Suède. La Suède, comme tous les pays nordiques, est très attentive aux difficultés que l'Union européenne rencontre pour établir des relations stables avec la Russie. Et en ce qui concerne la politique européenne, Carl Bildt pense que les États membres devraient suivre la voie libérale des réformes économiques qu'a choisie la Suède. Selon vous, est-il difficile pour les États membres de l'Union de trouver une solution et d'atteindre un accord global avec la Russie? Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète? Je ne suis pas forcément inquiet. Je ne pense pas que ce soit un si grand problème pour l'instant. Je veux dire que le fait que nous soyons confrontés à un retard dans le déroulement des négociations sur l'accord de partenariat et de coopération, ce n'est pas la fin du monde. Je pense que le débat s'est porté en se développant sur le dossier russe. 2 ou 3 problèmes ont été mis en lumière, comme l'utilisation du commerce des armes par la Russie à plusieurs reprises, et comme le nouveau débat en cours sur la situation des droits de l'homme et l'évolution politique en Russie. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais j'aimerais que ceci conduise à une politique plus cohérente en quelque sorte, et à laquelle il faut ajouter bien sûr tous les problèmes liés à la politique énergétique russe. Oui, mais il y a des différences entre les pays membres. On le voit par exemple avec la Pologne, l'Allemagne et les pays baltes pour la construction de ce pipeline qui doit relier la Russie à l'Allemagne sans passer par la Pologne ni par les pays baltes. L'Union européenne comptera bientôt 27 pays membres et l'histoire de ces différents pays membres est différente. Je veux dire qu'il est naturel que la perception de la Lettonie ou la perception du Portugal sur des dossiers comme la Russie ou le Brésil soit différente quelque part. Et ce sera toujours une relation compliquée avec un pays qui est lui-même complexe. Mais la Pologne n'est pas un petit pays. Non, la Pologne n'est pas un petit pays. Ce que je veux dire, c'est que tous ces pays sont importants, que ce soit le Portugal, la Pologne, que ce soit la Lettonie ou que ce soit la Grèce. Mais ils sont entrés dans l'Union européenne avec leurs points de vue nationaux, tout comme la Suède. Et alors on fusionne tout ça et on le modèle pour obtenir une position commune qui inclut également la politique avec la Russie. Je ne trouve pas ça si mauvais. La Suède ne semble pas si contente que ça de la construction de ce pipeline. Bon, ce n'est pas notre pipeline, donc nous n'avons pas d'intérêt dedans. Il passera sous la Baltique, dans les eaux internationales et les zones économiques finlandaises, suédoises et danoises. Il y a une certaine responsabilité environnementale à observer dans ce dossier et nous la prenons très au sérieux. La mer Baltique est un environnement maritime assez fragile, comme on a pu le voir par le passé à plusieurs reprises. Bien que la Suède ne fasse pas partie de l'OTAN, quelle est votre opinion sur les problèmes que rencontre l'organisation pour engager de nouveaux soldats en Afghanistan? Nous ne sommes pas membres de l'OTAN, comme vous venez de le dire, mais nous participons aux opérations de l'OTAN, que ce soit au Kosovo ou en Afghanistan. Et actuellement, nous sommes préoccupés par la discussion que nous avons sur le fait de changer ce qui doit l'être pour ajuster notre mission en Afghanistan et augmenter ses chances de succès. Ça peut être une question de troupes en quantité supérieure, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire en premier, c'est qu'il faut renforcer les aspects économiques, civils et politiques de cette opération. Et c'est une tâche qui correspondrait mieux peut-être à l'ONU qu'à l'OTAN et à l'Union européenne. Ne pensez-vous pas que les membres de l'Union européenne, qui sont aussi membres de l'OTAN, devraient faire un effort supplémentaire pour envoyer plus de troupes? Bon, je ne crois pas qu'il faille considérer l'Afghanistan comme une opération de construction d'un État. J'ai participé à un certain nombre d'opérations de ce type et ce ne sont pas forcément des opérations militaires. La sécurité est nécessaire, bien sûr, mais si vous échouez en termes politiques et économiques, alors, par exemple, le dossier de la drogue a atteint un point extrêmement critique. Si vous ne vous débarrassez pas du problème que constitue l'énorme augmentation des énormes quantités de pavots produites en Afghanistan, aucun rassemblement de troupes ne vous aidera. Donc il faut qu'on porte notre effort sur les vrais problèmes et pas seulement en se mettant d'accord sur des objectifs militaires, sur un ratio de pertes humaines, etc. Enfin bref, ce qui est, je pense, la tendance depuis un moment déjà. Que pensez-vous de l'élargissement de l'OTAN à d'autres pays comme l'Ukraine ou la Géorgie?
Bon, ça ne nous concerne pas vraiment, mais nous avons trouvé que c'était très positif, cette expansion de l'OTAN, avec l'élargissement de l'organisation en Europe centrale et aux pays baltes. Je pense que cela a contribué à la stabilité de cet espace géographique particulier et à la poursuite des politiques engagées par ces pays. Donc, sans aucun doute, cette stratégie de l'Alliance Atlantique est une des pierres angulaires de la sécurité pour des secteurs très importants en Europe. L'Ukraine ne cherche-t-elle pas à intégrer l'OTAN en cette période particulière de son histoire? La Géorgie est un autre dossier, mais c'est vraiment à l'OTAN de prendre en premier ce genre de décision. La Suède entreprend actuellement un important processus de réforme de libéralisation de son économie. Pensez-vous que l'Europe devrait suivre cette initiative courageuse? C'est clair. Nous avons pris la décision ensemble avec la Finlande, je dirais, au début des années 90. Les télécommunications, par exemple. Nous étions encore plus libéraux et radicaux dans notre politique libérale que Margaret Thatcher ne l'était au Royaume-Uni. Et nous avons particulièrement réussi dans les télécommunications en raison de cette politique ultralibérale. Il y a eu d'autres facteurs aussi. Et cette politique que nous avons appliquée au début des années 90 est devenue la politique de l'Union européenne à la fin des années 90. Donc je pense que nous avons montré par un certain nombre d'exemples que si nous mettons en place des économies plus flexibles, plus ouvertes sur le monde, nous aurons plus de chances de générer de la croissance et finalement, ce qui a posé un problème dans notre cas, de créer de l'emploi également. Serez-vous le prochain monsieur diplomatie de l'Union européenne? Non, je ne le serai pas. Je suis le ministre des Affaires étrangères de la Suède et je le resterai encore pendant un certain temps. Nous avons beaucoup de dossiers importants à venir. Nous avons la présidence tournante à assurer au second semestre 2009 et je pense que cela va suffisamment m'occuper. Thank you very much, Minister. Thanks very much.